Très bien. Alors j'ai la lourde tâche de conclure. Donc, compte tenu du temps limité, je ne reviendrai pas en détail sur la trajectoire politique de Dérigo Rodé, mais j'essaierai de décrire une expérience de lecture du recueil poétique Sous les cendres des conques, qui date de 1985, des nouvelles du recueil Ute Molunu, Petite fleur de cocotier, qui date de 1994, et enfin du roman Tado Tadoe ou No More Baby, qui date de 2017, afin de montrer comment la narration participe à consolider et à préciser la revendication indépendantiste kanak. Il s'agit de voir comment l'expression littéraire a préparé et accompagné une pratique politique, puisqu'après avoir été militante, activiste dans les années 70 au sein des Foulards Rouges et du groupe 1878, enseignante également, Dérigo Rodé a, de 1999 à 2019, occupé des fonctions dans tous les gouvernements de la Nouvelle-Calédonie en tant que chargé du secteur de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté. Cette constance, cette longévité dans ce secteur sont, selon moi, selon beaucoup d'observateurs, la marque d'une acuité politique qui s'est manifestée dans sa création littéraire. Voici les 3 points que je vais essayer d'aborder à travers l'œuvre de Dérigo Rodé. Je vais essayer de montrer que chez Dérigo Rodé, la notion de poétique est un rapport renouvelé aux mémoires intimes et collectives, que les stratégies mises en œuvre par les personnages de ces nouvelles et romans pour déjouer les dominations éclairent les résistances et les résiliences du monde kanak, créant un contre-texte à l'histoire officielle, à l'histoire coloniale. Et enfin, je vais essayer de montrer que le rapport à la narration s'analyse également à travers ce qu'elle nommait une revisitation de l'histoire. En photo, vous avez un chambranle de la région Paichi, d'où était originaire Dérigo Rodé. Ici, un document sonore, il faut que je positionne mon curseur. Ok, là, ok, très bien. Puisque le mouvement indépendantiste kanak, il se caractérise par une articulation entre le politique et le culturel qu'il est peut-être hasardeux de qualifier d'inédite, mais dont la description permet de saisir les enjeux de l'entrée de Dérigo Rodé dans la fiction à partir de 1994. Comme Jean-Marie Tjibaou, Dérigo Rodé appartient à cette génération d'intellectuels kanak entrés en politique par l'enseignement et l'animation culturelle. Et dans une célèbre archive sonore, celle du festival Mélanésia 2000 en 1975, Jean-Marie Tjibaou expliquait ceci, je vous ai retranscrit, mais c'est toujours bien d'entendre la voix de Jean-Marie Tjibaou. Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour qu'elle soit ça, il y a une culture à côté. C'est pour que nos amis européens comprennent ça, mais nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes, et une culture, et une culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Donc, très bien, donc, nous voyons que nous avons un projet tourné vers les nouvelles générations. L'intention est de rendre vivant ce qui avait été muséifié, voire dévitalisé, et par sa poésie, par ses récits, Dérigo Rodé a complété le geste de Mélanésia 2000 à travers ce qu'elle a nommé la revisitation de l'histoire. Comme Toni Morrison, la romancière afro-américaine dont elle revendiquait l'influence, elle a élaboré des personnages kanak, ici kanak dans son cas, autonomes, en prise avec la colonisation dans laquelle il faut continuer d'exister en déployant des stratégies que ces fictions renseignent. Elle a donc commencé par décrire le pays et donner vie à des personnages avant d'occuper des fonctions politiques, bien que dans les faits son œuvre faisait déjà politique, en proposant des éclairages historiques, en dévoilant des potentialités. À ce titre, son œuvre constitue une véritable contre-histoire de la période de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie. Oh, attends, pardon. Hop. Très bien. Alors, je vais citer une source qui a déjà été utilisée, qui avait déjà été mobilisée par Madame Gauvin ce matin. Dans la quête de sens que j'ai eue en arrivant en Nouvelle-Calédonie, le nom de Dérigo Rodé s'est naturellement imposé parce qu'il s'inscrit dans l'histoire politique et littéraire récente de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, elle m'est rapidement apparue comme une littérature nationale au sens où la décrit Glissant dans son discours antillais, une littérature
qui doit tout assumer d'un coup, le combat, le militantisme, l'enracinement, la lucidité, la méfiance envers soi, l'absolu, l'amour, etc. C'est toujours bien de relire la définition de Glissant. Et effectivement, je vais passer rapidement, on voit bien que l'action politique et la création littéraire se confondent ici singulièrement, et que de ses premières actions militantes, ses arrestations et l'exercice de ses premiers mandats politiques, Déroy-Gorodé a déployé une œuvre d'abord faite de tribunes dans la presse militante des années 70, de poésie dans les années 80, mais également de fiction à partir de la fin des années 90, en fiction nouvelle et roman. Et c'est précisément cette transition, voire ce dialogue entre les deux genres littéraires qui m'interpelle ici. On va analyser la transition entre poésie et nouvelle dans la mesure où les contraintes de brièveté du genre intensifient les pouvoirs de la fiction en tant qu'invention de monde et de personnages, et de la narration au sens d'enchaînement symbolique d'actes. On va d'abord s'arrêter sur un texte de 74. Nous sommes en 74, Déroy-Gorodé vient d'achever ses études de lettres à Montpellier. Et elle s'engage dans le groupe des Foulards Rouges, initié par Nidoi Schneslin. Et il s'agit d'une tribune dans le journal Réveil Kanak, publication organe de presse donc des Foulards Rouges. Et cette tribune est intitulée « Le crime d'Ataï était d'être Kanak, loi française, où est ta justice ?» C'est une tribune qui fait suite aux arrestations du 24 novembre 1974 de militants venus protester contre la commémoration de la prise de possession. Et ce qui frappe immédiatement ici, c'est la prise en charge du récit colonial et le parallèle établi avec le chef de l'insurrection de 1878. Je vous laisse lire la tribune. Le sort d'Ataï, entre les mains des colonialistes, se jouait d'avance. Aftaï était déjà coupable d'être Kanak pour ces gens-là. Et cette tribune, elle est à bien des égards la clé de voûte, une des clés de voûte de l'œuvre de Déroy-Gorodé, puisque son axiome, être Kanak, est le premier niveau de contestation du grand récit colonial, du grand récit officiel qui s'est déployé en Nouvelle-Calédonie, un récit qui s'articule autour des paradigmes de l'évangélisation, de l'avancée sur les ténèbres, de tout ce qui est ce qu'on appelait la mission civilisatrice. Voici les trois œuvres que je vais aborder. Je vais faire une diagonale du fou entre ces trois œuvres. Vous avez donc le recueil Sous les cendres des conques en 1985. Ici, le recueil de nouvelles Utemoluno et le roman Tado Tadoé. Alors, Sous les cendres des conques est aujourd'hui épuisé, malheureusement, mais je vais en citer quelques passages. Donc, on peut affirmer que... Je vais vite passer ici, on va vite passer à Sous les cendres des conques, j'ai peur de manquer de temps. Le caractère fondateur de ce recueil, Sous les cendres des conques, a déjà été souligné. Je vous renvoie au travail de Virginie Soula, qui a été publié en 2018. Le recueil publié à Nouméa en 85 rassemble des poèmes composés pendant les études de Déroy-Gorodé à Montpellier au début des années 70, également pendant son incarcération au camp Est, et enfin au début de ce qui est appelé les événements entre 84 et 85. Il est difficile d'épuiser la densité symbolique du titre, Sous les cendres des conques, puisqu'il dévoile une vision de l'histoire coloniale ainsi qu'un programme politique fondé sur la reconnaissance et la réhabilitation d'organisations précoloniales, on va dire. La conque marine, appelée Charonia tritonis, celle que tient le danseur ici, ou appelée Toutout en Nouvelle-Calédonie, servait à sonner les rassemblements claniques. En pays kanak, les conques sont fichés sur les flèches fêtières que vous voyez à l'image, mais ce sont aussi des coquillages que l'on dépose sur les tombes ou, comme dans tout le Pacifique, dans les abris sépulcraux. Donc la Toutout est le plus haut dans la hiérarchie des coquillages marins. Il marque la case de l'aîné, du chef, et d'après l'ethnologue kanak Bealo Goni, le second hérite du bussin, c'est le plus petit coquillage ici, une conque courte, épaisse, entre guillemets moins élégante, et au même titre que les cases, les chambranles ou les pierres magiques, ces objets ont été systématiquement interdits, détruits par les missionnaires pour paganisme,
Et la conque est également la conque d'appel, donc la circulation de la parole. Et le titre d'Héroï-Gorodé, Sous les cendres des conques, désignerait là où la parole s'est tue et que d'Héroï-Gorodé fait renaître par la poésie. Le geste esthétique consiste en la recherche et la réinvention de paroles survivantes, mais aussi en un inventaire du trauma colonial. Et les termes de la lutte pour la reconnaissance sont formulés dans une section, Paroles fourbies, où en 17 poèmes, Gorodé décrit un quotidien kanak et colonial, et pour cause, 9 sur les 17 poèmes de la section ont été composés au camp Est, dans la prison de Nouméa, après son incarcération pour trouble à l'ordre public. Le verbe fourbir, ici vous en avez un extrait, appartient au registre guerrier, puisqu'il désigne le fait de préparer les armes avant de partir au combat. Associé au mot parole, il suggère la joute oratoire, mais aussi la préparation spirituelle. Et le poème Parole de lutte précise la métaphore qui fonde la section. Une parole polie par les eaux du pays, comme le jade arrondi des haches guerrières brûlées sur les pierres du foyer, tel un outil de travail d'autrefois. On continue avec la suite du poème. Ici, vous avez une photo de Héroï-Gorodé en 1974, au moment de son arrestation, se rendant au tribunal de Nouméa. Et elle continue, parole fourbie au point de non-retour, des tâches qui prennent tout de nous. Et la singularité de l'engagement formulé dans cette première section, c'est la célébration des liens ancestraux avec la nature. Fourbir les armes, autant poétique que politique, revient d'abord à communier avec la nature, le pays, l'écologie étant ici une évidence. On continue. Il sera donc autant question de lutte que de travail. On trouve dans Jour après jour, dans le poème Jour après jour, un projet poétique amené à devenir programme politique. Vous avez ici ce travail de restauration, ce travail de réparation qui consiste à regrouper les images fusillées du discours étranglé, retrouver l'unité de la parole éparpillée aux quatre vents de la solitude par la poudre de la violence, le poison bouteille, le pain sentant la monnaie. Donc, la deuxième section de ce recueil, Réserve océanienne, c'est le titre de cette section, raconte l'essentiel de la revendication politique kanak des années 70-80, la reconnaissance culturelle, l'équité sociale et territoriale, comme on peut le voir dans le poème « À la tribu », qui arrive, dans deux poèmes « À la tribu », cases, bidonvilles et buildings, composés à Montpellier en juin 73, en mars et juin 73. Voici « À la tribu », ici. C'est un titre qui résume la ségrégation spatiale héritée de la colonisation. Ici, on lit juste la fin. Quand les forces de l'ordre sont à la tribu, nous ne leur disons pas « vous êtes chez vous ». Ce sont elles qui nous hurlent « nous sommes chez nous ». Ici, c'est la France. À la tribu, je suis chez moi, mais, et le « mais » est en lettres capitales dans le poème. Et ce « mais » elliptique qui clôture le poème est à lui seul programmatique des luttes à venir, ainsi que des initiatives. Il faudra bien répondre à la violence et aux injustices. Dans le poème « Cases, bidonvilles et buildings », dont je n'ai pas mis un extrait, on voit effectivement que la poésie ne résiste plus au réel, puisque c'est une description froide des habitations urbaines. Je suis obligé de passer rapidement au recueil Utemoluno. On sait que les auteurs inscrits dans des espaces coloniaux, des espaces dominés, placent souvent leur démarche dans un projet de récupération, de restitution de la mémoire collective. Leur fiction s'insère dans les vides et les silences de l'histoire coloniale officielle. On serait donc tenté de dire que chez Héroï-Gorodé, la poésie scande et signale, là où la fiction dévoile les détails. Elle a elle-même suggéré dans un entretien avec Hamid Bokadem qui est dans la salle, elle nous dit « Le discours politique que j'ai employé moi-même, colonisateur, colonisé, ne rend pas compte de tous les rapports réels de perversité et d'ambiguïté entre les colonisateurs et colonisés d'hier et d'aujourd'hui. »
Et Hamid Mokadem propose ici un commentaire de ce recueil en 99. Il nous parle de la composition des nouvelles. Dans les nouvelles, la composition s'ingénie à alterner la longue durée avec le temps présent. L'enchevêtrement du passé et de l'événement contemporain donne une autre version de l'histoire coloniale que celle proposée dans les romans calédoniens où les personnages kanaks font office de figurants, effectivement. On va rapidement, je vais tenter de résumer la nouvelle éponyme. L'élément déclencheur de la nouvelle de Utemoluno, c'est le refus du mariage d'Utemoluno par Sagay. Sagay, c'est donc le mot pour grande sœur. Et ce refus donne lieu à deux échanges symboliques. Le premier a lieu sous l'indigénat, entre la Gué d'Utemoluno et ses frères coutumiers, et a vocation à demeurer secret. Voici le premier extrait. Il est dit « Je ne veux pas que l'on décide de mon sort dans une alliance qui continuera à engager à vie les miens et moi, ainsi que toute notre descendance jusqu'au dernier. » Donc il a lieu pendant la période de l'indigénat. Cette période est fortement symbolique, et il montre un monde en évolution, un monde kanak en évolution et en questionnement constant, même quand il est soumis à des lois coercitives. Une fois ce refus annoncé, ce refus du mariage, la suite de la nouvelle consiste en une série d'échanges entre les deux femmes, les deux Utemoluno, au sujet des femmes, mères, grand-mères, toutes nommées Utemoluno, qui se sont précédées depuis la révolte de 1878 jusqu'aux événements des années 80. C'est la célébration d'un martyr, mais c'est aussi la célébration de résistance. Voilà ce qu'elles se disent, ce que se disent les deux femmes. Alors ne crains rien, tous les hommes ne sont que nos enfants, petite mère, n'aie pas peur, même si notre fils doit voir le jour loin de l'air marin, loin de la dentelle fugitive de l'écume, de la valse perpétuelle des vagues. Oui, le temps est venu pour nous deux, les deux Utemoluno, de nous séparer, car tu t'en iras cette nuit. Je passe au dernier roman, du coup, je crois qu'on est dans les temps. Le dernier roman d'Héroï Gorodé, publié en 2017, publié en 2012, pardon, il y a une faute j'ai fait une erreur dans la datation. La revisitation de l'histoire par Héroï Gorodé se manifeste également par un art de la condensation narrative. En un vers, en une phrase qui fonctionne comme des instantanés photographiques, le lecteur est renseigné sur les implicites de l'histoire coloniale de l'archipel. Dans son dernier roman, Tado Tadoe ou No More Baby, le récit triomphal de la Seconde Guerre mondiale est mis en sourdine par celui presque elliptique d'un viol au détour d'une conversation entre deux hommes. Elle restitue la conversation entre deux hommes kanaks qui parlent de cette période de la Seconde Guerre mondiale où la Nouvelle-Calédonie a été une base américaine, une base pour l'armée américaine. Et c'est vrai que c'est une période qui est un peu mythique, qui est présentée comme une période de prospérité, mais avec Héroï Gorodé, tout change. C'était toute une époque. D'ailleurs, c'était avec les soldats, les jeeps, les pips de l'armée américaine qu'on est descendu à Nouméa pour la première fois. On s'est tous sauvés avec eux. Tu te souviens de la femme qu'on avait embarquée au bord de la rivière? Oui. Et l'officier avait fait une sale tête en disant « She's been raped, I'm sure ». On avait fini par retenir cette phrase car les boys la prononçaient souvent. On saisit bien ici la revisitation de l'histoire, puisque l'espace public calédonien présente souvent la présence des troupes américaines comme une période d'insouciance et d'abondance, où l'archipel a vaillamment contribué à la libération en devenant base des forces alliées. Ce qui frappe également dans ce récit, c'est que c'est la violence subie par les femmes qui semble être banalisée, mais qui en une phrase, dit toute la brutalité. Je passe rapidement à la conclusion, parce que je n'ai que 3 minutes, je ne veux pas déborder. Pardon, hop, j'ai fait une erreur. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Et je dirais que dans la poésie de Héroï Gorodé,
Le pays kanaki, puisqu'il est avant tout question de revendication indépendantiste, naît à la fois d'une remémoration des douleurs du passé colonial, d'un éclairage cru des violences contemporaines, celles des inégalités, du racisme, mais aussi celles inhérentes à la lutte politique. Je vous remercie.